Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire Expertise Climat, donc à destination des journalistes. Peut-être pour commencer, deux, trois mots à propos d'Expertise Climat. Nous sommes une association à but non lucratif, indépendante. Et notre mission, c'est de créer des ponts entre les chercheurs et les journalistes pour renforcer la place de la science dans l'espace médiatique et pour éclairer le débat sur les crises environnementales que l'on connaît. Donc aujourd'hui, on va parler de la pêche française à quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur l'océan, voilà, qui aura lieu du 9 au 13 juin à Nice. Il nous semblait important de revenir un peu sur les fondamentaux sur ce sujet pour mieux anticiper ensemble les grands débats internationaux. Donc on va essayer voilà, d'aborder l'essentiel, à savoir sur les pêcheries, ce que disent les études récentes, et puis ce qu'on peut espérer, quel avenir et quelles perspectives pour le secteur, pour sa transition, et aussi la question des aires marines protégées. Donc, on va parler de toutes ces questions avec Didier Gascuel, qui est chercheur en écologie marine à l'Institut Agro de Rennes et spécialiste de la gestion des pêches. Petit rappel avant de commencer. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en mentionnant votre nom et votre rédaction. Et puis après la présentation, on aura un temps d'échange pour répondre à ces questions. Et vous pourrez aussi à ce moment-là directement ouvrir vos micros pour les poser, car ce ne sera pas enregistré. Sur ce, bah, voilà, je vous laisse Didier Gascuel pour votre présentation et partager votre écran. Bonjour à tous, merci à Expertise Climat d'avoir organisé ce webinaire à destination des journalistes et puis merci à vous d'être présents. Donc effectivement, je vais essayer de vous dresser un panorama de la pêche française, de son état, d'où elle en est, des enjeux qui se posent et un certain nombre de questions autour de la durabilité des pêches, de sa transition écologique et sociale. Je m'appuierai en particulier, vous allez le voir, sur les résultats d'un programme qu'on conduit actuellement à l'Institut Agro en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle et en partenariat avec des acteurs de la société civile, notamment le Ship Project, l'association Bloom et l'atelier Le Point du Jour. Alors, peut-être d'abord, avant de commencer, dire que les enjeux de l'UNOC, ils sont extrêmement divers et je prétends évidemment pas tous les aborder. Il y a derrière l'UNOC d'abord des enjeux internationaux, hein. C'est le premier sommet après la réélection de Donald Trump, donc tout le monde se pose des questions autour de la réaffirmation par l'UNOC d'une démarche qui relève du multilatéralisme. Il y a des enjeux autour de la ratification du traité pour la protection de la biodiversité en haute mer, ce qu'on appelle le traité BBNJ. Il y a des enjeux sur la proposition faite par un certain nombre d'États, notamment la France, d'un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds, les relance sur la négociation du plastique. La pêche risque d'être abordée officiellement uniquement via une question importante, mais j'ai envie de dire assez consensuelle, qui est la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ce qu'on appelle en français la pêche INN ou en anglais IUU. Et puis en fait, le fait que ça soit accueilli en France fait qu'il y a forcément des enjeux nationaux et tout un ensemble d'acteurs nationaux pensent que c'est le moment où la France et le président Macron vont vouloir afficher une exemplarité française et du coup se nouent autour de cette idée-là des débats, beaucoup des débats autour des aires marines protégées, dont je vous parlerai un peu à la fin de l'exposé, et puis aussi des débats autour de la pêche durable. Et on fait le lien un peu entre les deux avec les questions de chalutage. Et c'est surtout sur ce dernier point que je vais intervenir. Donc, la pêche française, premier point peut-être qu'on peut retenir, c'est que la pêche française, elle est sur un long déclin. Je vous ai mis là à gauche un graphique des captures françaises depuis les années 50. Et vous voyez que les captures ont dans un premier temps beaucoup augmenté. C'est l'époque où on a financé massivement le développement de grandes flottilles de pêche industrielle. Mais depuis le milieu des années 70, en fait, les captures totales françaises sont en régression. D'abord en régression, j'ai envie de dire lente et régulière, puis relativement accélérée dans les 20-25 dernières années au cours desquels l'emploi a été divisé par 3, le nombre de navires par 2, la production a baissé de 30%. Et vous voyez notamment que ce qui a le plus baissé,
C'est les espèces qui sont en rouge, les espèces dites espèces de fond, qui sont exploitées en particulier ou qui sont le support de l'exploitation par le chalut de fond. Dans les dernières années, la crise elle est vraiment exacerbée. On est aujourd'hui dans une période extrêmement tendue, à la fois politiquement, médiatiquement, mais aussi d'un point de vue économique et social. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur des pêches en France est un secteur qui est en quelque sorte traumatisé ou sous trauma. Il y a un trauma très fort. Le trauma, il vient beaucoup du fait que, au cours des 20 dernières années, la pêche s'est vue imposer tout un ensemble de mesures qui ont été beaucoup prises, il faut le dire, de manière très top-down, imposées par Bruxelles pour préserver les ressources, mettre en place une gestion beaucoup plus efficace, enfin qui se veut beaucoup plus efficace, qui l'est en partie d'ailleurs, mais que les pêcheurs ont vécu effectivement très difficilement. On leur a imposé des changements. D'autant plus que ces changements étaient imposés beaucoup au détriment de la petite pêche artisanale et peut-être avec une vision qui tendait à privilégier plus la grande pêche industrielle, ce que les acteurs ont jugé comme une vision très, très ultra-libérale, très, très influencée par les pêcheries, la réalité des pêcheries de l'Europe du Nord, et qui a été vécue par les pêcheurs français comme une casse de la pêche française, ce qui a été le cas d'un certain nombre de navires, il faut bien le reconnaître. Dans la période récente, il y a des difficultés économiques qui sont toujours celles qu'on a mis en avant. Le Brexit s'est traduit et va continuer à se traduire par le fait qu'on doit rendre des quotas de pêche aux Anglais, donc les quotas français sont en baisse. Un élément très fort, c'était évidemment le prix du gasoil qui, sur la longue période, et je vous apprends rien, en augmentation. Il a baissé ces 2, 3 derniers mois, alors on en parle un peu moins, mais globalement, c'est évidemment un facteur très très important dans le compte des entreprises et donc ça joue très très fort. Et puis, il y a aussi une baisse de la demande qui s'est accélérée à partir du Covid et notamment de la baisse de la demande en produits frais dans lesquels les produits de la pêche française sont majoritaires. Ces difficultés conjoncturelles, elles ne doivent pas traduire, elles doivent pas, pardon, masquer la vraie cause structurelle sur le long terme que vous avez en quelque sorte représenté sur le graphique à droite, en bas à droite, qui est le mauvais état de la ressource et des écosystèmes. En fait, le graphique commence dans les années 50, mais si on essaye de remonter, alors plus on remonte loin, plus il y a d'incertitudes, mais on estime qu'en gros, depuis au cours du XXe siècle, l'abondance des ressources exploitées par la pêche a diminué au moins d'un facteur 5 et plutôt d'un facteur 10, en particulier pour les espèces de fond. Donc, dans la toute dernière période, les mesures de gestion ont permis, et vous le voyez sur le graphique, une petite remontée de l'abondance d'un certain nombre de ressources, mais cette remontée s'est stoppée depuis maintenant presque 10 ans. Elle ne correspond pas aux attentes qu'on avait. On pensait que la gestion des pêches amènerait des remontées plus importantes, et en tout état de cause, on reste à des niveaux d'abondance qui sont très, très, très faibles. Donc tous ces éléments, ils mettent en évidence, et c'est de ça dont je vais parler ensuite, la nécessité réellement d'une transition écologique et sociale des pêches françaises. J'ai envie de dire, c'est vraiment un secteur dans lequel la transition écologique est une condition même de la survie du secteur, qui, s'il n'arrive pas à faire cette mutation, va se retrouver dans des situations de plus en plus compliquées réellement encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et on sent dans le secteur une inquiétude très forte vis-à-vis de la situation. Voilà, alors deuxième temps, je vais essayer de vous dresser un peu un panorama à la fois de la réalité des flottilles de pêche en France, qu'est-ce que c'est que la pêche française, mais aussi m'appuyer sur les résultats du programme Transipêche pour vous montrer une évaluation des performances des flottilles et je vous montrerai des éléments qui concernent la performance à la fois environnementale, mais aussi économique et sociale des flottilles de pêche. Pour faire ce panorama, il fallait commencer par structurer un peu l'image. Il y a une très très grande diversité d'engins, navires, etc. Donc si on ne veut pas s'y noyer dans les détails, il fallait structurer un peu la chose. Et ce qui a été fait dans le programme Transipêche, c'est de dire on va considérer 12 grandes flottilles de pêche agrégées. Alors on a aussi des résultats plus détaillés, mais je ne vous les présenterai pas. 12 grandes flottilles de pêche agrégées, en distinguant 4 grandes familles d'engins de pêche et 3 classes de taille des navires. Alors, classe de taille des navires, c'est assez simple, hein, les moins de 12 mètres qu'on appelle les côtiers, qui n'ont le droit de pêcher en réalité que à une distance de 20 milles de la côte. Les navires de taille intermédiaire, 12-24 mètres, donc on va voir qu'ils sont très importants pour exploiter les ressources du plateau. Et puis les grands navires de plus de 24 mètres, que l'on qualifie ici d'industriels. Quant aux engins, on a fait 4 catégories, ce qu'on appelle les engins dormants, c'est-à-dire des engins dans lesquels on compte sur le comportement du poisson pour qu'il vienne se prendre dans l'engin. Ce sont les lignes, les filets, les casiers. Alors,
deux catégories d'engins qui sont les chaluts et seines pélagiques, c'est-à-dire c'est des engins qu'on traîne. Pour les chaluts, on les traîne derrière le bateau. Pour les seines, on encercle plutôt une zone et puis on ramasse ce qu'il y a dedans. Une grande distinction entre ce qui concerne les chaluts et seines pélagiques. Pélagique veut dire que c'est fait dans la colonne d'eau, hein, on va exploiter les ressources présentes dans la colonne d'eau. Et à l'inverse, des chaluts et seines de fond, qui, comme leur nom l'indique, viennent ramasser des espèces du fond. Donc ça va être pas du tout les mêmes espèces qui sont pêchées et pas du tout non plus les mêmes impacts écologiques. Et puis enfin, dernière catégorie, c'est les dragues. Les dragues utilisées pour la capture des coquillages, en particulier la coquille Saint-Jacques, mais pas uniquement. Et les bateaux qui pratiquent le métier de la drague, en fait, la pratiquent qu'une période de l'année, sont souvent des bateaux très très polyvalents qui pratiquent tout un ensemble, tous les autres engins potentiellement le reste de l'année. Alors, qu'est-ce que ça représente ces différentes flottilles? Si on raisonne en termes de nombre de navires, vous avez là la répartition des 6200 navires de l'ensemble de la France, hein, outre-mer compris, pêche tonnière tropicale comprise. Les trois quarts, vous voyez que les trois quarts de la flottille française, ce sont des petits navires aux arts dormants, ceux qui sont généralement considérés, j'y reviendrai, comme les plus vertueux, notamment par les organisations, les ONG non gouvernementales. Alors ça, évidemment, ça donne une image, mais qui est une image partielle, le nombre de navires. L'autre image, et à ce moment-là, elle est beaucoup plus répartie, c'est la répartition de la capture, hein, des débarquements, du nombre de tonnes. Vous voyez que la capture totale française, 550 000 tonnes. Et vous voyez que le plus gros morceau, 31%, ce sont des industriels. Et dans ces 31%, on peut même préciser, un bon deux tiers de ces 31%, c'est la pêche tropicale qui se fait à la Seine, dans l'océan Atlantique tropical ou dans l'océan Indien, et qui, elle, toute seule, représente 20% des captures nationales, donc une pêche distante. En dehors de ça, bah, vous voyez qu'il y a un poids très important en volume de capture des chaluts de fond, hein, notamment le chalut hauturier et chalut industriel. Et puis, on retrouve quand même une importance non négligeable des navires côtiers, notamment de ces navires côtiers aux arts dormants. Ils représentaient 74% de la capture, pardon, 74% des navires, 11% de la capture en tonnage, presque 20% si on raisonne en valeur, hein. Et puis, il y a un segment qui paraît très important, mais c'est un peu artificiel, c'est les dragues. Le volume de capture est important parce qu'on compte dans ces navires, en fait, ceux qui ramassent des algues pour des volumes très importants, mais des valeurs très, 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 très faibles. Alors, si on essaye de trier d'évaluer le bilan environnemental de ces 12 flottilles de pêche agrégées, ce qu'on a fait dans le programme Transipêche, c'est qu'on a recalculé à partir des données publiques, hein, présentes dans les bases de données européennes et en s'appuyant sur les méthodes utilisées dans les groupes de travail internationaux, on a calculé cinq empreintes environnementales qui nous donnent finalement un panorama assez large des empreintes ou des impacts à l'échelle de l'écosystème. Bon, vous voyez que sur ces cinq empreintes, il y a beaucoup de rouge. On a mis en rouge ce qui est pas bien, qui a des empreintes importantes, et ce rouge, ce sont les chaluts de fond. Et en particulier les chaluts de fond hauturiers et industriels qui font l'essentiel de l'empreinte. Alors ils font la quasi-totalité de l'empreinte abrasion des fonds marins, mais ils font aussi un très gros morceau en matière d'émissions de CO2, hein, et un gros morceau de l'empreinte en termes de capture de poissons juvéniles, ce qui est un facteur d'impact très important sur les ressources. Et en termes de surexploitation, 34% de ce qu'on pêche en France viennent de stocks surexploités, dont une partie importante du chalut. Le second segment qui vient derrière, c'est le segment des chaluts et seines pélagiques. En réalité, c'est beaucoup ici les pêches tonnières qui sont en cause pour les empreintes gasoil, juvéniles et surexploitation. Et puis, vous voyez qu'il y a une empreinte qui apparaît complètement différente des autres. C'est l'empreinte espèces sensibles à capture notamment de mammifères marins et d'oiseaux marins, qui, elle, au contraire, est liée presque exclusivement aux arts dormants, hein, ligne, filet, casier. Plus précisément, en fait, quand on regarde, les mammifères marins sont capturés beaucoup avec des filets droits, et les oiseaux beaucoup par des lignes, et notamment ce qu'on appelle les palangres, qui sont des longues lignes avec beaucoup d'hameçons. Donc c'est beaucoup les arts dormants et c'est en particulier beaucoup les arts dormants des flottilles côtières qui donc sont peut-être vertueuses sur le reste, sont vertueuses sur les autres indicateurs, mais clairement pas sur celui-là.
Si on regarde les empreintes, ah pardon, il y a une chose qui s'est décalée, là c'est pas très joli, mais enfin bon, peu importe. Si on regarde les performances économiques et sociales, alors on l'a recalculé ici pour quatre indicateurs hein, de performance. L'excédent brut d'exploitation, qui est une mesure du profit, l'emploi représenté par chacune des 12 flottilles, les subventions qu'elles reçoivent, donc soit des subventions directes, soit des subventions indirectes sous forme de détaxe du gasoil, qui est considéré par les économistes comme une forme de subvention. Et puis la richesse créée, exprimée ici en valeur ajoutée. Et ce que nous disent ces graphiques, c'est que les arts dormants ont finalement des très bonnes performances économiques. Ils représentent 22%, toute taille de flottille confondue, ils représentent 22% de la production, mais nettement plus de 22% des profits, de l'emploi, de la valeur ajoutée, et nettement moins de 22% en termes de subventions. Et puis peut-être l'élément qu'il faut retenir, c'est la part très importante que occupent les chaluts de fond, qui, à eux seuls, et quasiment c'est surtout les chaluts hauturiers industriels, capturent 50% des subventions. Autrement dit encore, les subventions ne vont pas aux bonnes flottilles. On subventionne aujourd'hui massivement les flottilles qui ont le plus d'impact et on subventionne très peu les flottilles qui sont globalement plus vertueuses. Enfin, cette performance des flottilles, on a essayé de la résumer dans un graphe que je ne vous montrerai pas le graphe, on pourra le regarder si vous voulez dans les questions. Et ce que nous dit ce graphe, dans lequel on positionne les flottilles, en fonction à la fois de leur performance économique et sociale, et notamment de leur capacité à créer de l'emploi et à créer de la richesse, et puis en fonction de leur bilan environnemental, c'est qu'il y a des flottilles qui sont globalement vertueuses, des arts dormants, hein, et si on regarde un peu dans le détail, chacune d'entre eux, à des degrés divers, mais sont quand même en moyenne vertueuses, les ayeurs, les filayeurs, les ligneurs, pardon, excusez-moi, mais également les dragueurs. Des flottilles qu'on qualifie de contrastées parce qu'elles ont plutôt des bons bilans environnementaux, mais par contre, elles créent très peu de richesses, très peu d'emplois à la tonne pêchée. Ce sont les chalutiers pélagiques, les seineurs pélagiques, mais aussi les seineurs des merceaux. Et puis ceux qui sont, j'ai envie de dire, impactants, alors avec des performances économiques différentes selon qu'on regarde les petits ou les gros, mais impactants du point de vue environnemental, très nettement, et qui sont dans la zone rouge de mon graphique, ce sont les chaluts et des merceaux. Ce que nous dit aussi le graphique, quand on le regarde un peu attentivement, c'est que par tonne débarquée, et contrairement à une idée peut-être répandue, eh bien, ce sont les petits bateaux qui créent le plus de richesses et le plus d'emplois. Probablement le meilleur argument pour dire qu'il faut accorder beaucoup d'attention aux petits bateaux côtiers. Il est plus de nature économique et sociale quasiment que de nature environnementale. Ce sont ces petits bateaux qui font vivre les territoires côtiers et qui sont importants. Voilà, alors ça c'est le panorama. Alors, la transition, je vous l'ai dit, le secteur, il a besoin d'aller vers la transition, une transition écologique et sociale. Et tout un courant de pensée auquel évidemment j'appartiens dit aujourd'hui que l'objectif vers lequel on doit tendre, c'est ce qu'on appelle, alors tous les acteurs n'utilisent pas forcément le mot, mais il est quand même de plus en plus répandu, c'est ce qu'on appelle la pêche écologie. Pêche écologie, hein, c'est évidemment un mot formé par analogie avec l'agroécologie, c'est en quelque sorte l'agroécologie de la mer. Et cette pêche écologie, ben, elle vise à minimiser, c'est un processus hein, de minimisation de tous les impacts environnementaux sur toutes les composantes de l'écosystème, mais c'est aussi une pêche qui prend en compte les impératifs économiques et sociaux et qui cherche à maximiser l'utilité économique et sociale de chacun des kilos de poissons que la nature veut bien nous fournir. Qu'est-ce qu'on en fait en matière de création de richesses et d'emplois? L'objectif aussi, c'est bien de comprendre que cette pêche, la pêche écologie, elle se résume pas à la pêche côtière, c'est une pêche qui doit être productive. Finalement, c'est pas les pêcheurs qui produisent, c'est la nature. La pêche écologie, c'est une autre façon d'aller ramasser en mer ce que la nature veut bien produire, mais avec des volumes qui restent très importants et une pêche qui peut être extrêmement rentable, qui doit tendre à être complètement décarbonée et qui du coup est une pêche riche en emplois et évidemment à très bas impact environnementaux. Si on veut faire ça, on a vu les performances tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir renforcer la pêche côtière, qui est déjà plutôt globalement vertueuse, pas surtout, il y a des points où elle doit s'améliorer, mais qui crée notamment beaucoup de richesses et d'emplois. Mais alors attention, vous l'avez vu, cette pêche côtière, elle représente aujourd'hui 10% des tonnages, 20% de la valeur. Si on la conforte, on peut faire peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, parce que la bande côtière est déjà complètement saturée.
Et donc, le grand enjeu, puis qu'elle est limitée dans son rayon d'action aux ressources de la côte, donc le grand enjeu probablement de la pêche écologique, qui est plus compliqué, c'est comment on fait muter ce segment intermédiaire de la pêche hauturière, des navires de 12 à 24 mètres, aujourd'hui plutôt dominé par le chalut, comment on le fait muter vers des pratiques vertueuses. Alors, pour ça, il y a différents leviers de transition qui sont possibles, hein, et qui sont aujourd'hui clairement dans le débat, notamment d'une manière très forte dans la préparation de l'UNOC, hein, où on espère, enfin on souhaiterait que ça soit l'occasion, notamment pour le président de la République, de faire un certain nombre d'annonces et d'avances. Alors, les leviers de transition, et notamment ceux sur lesquels on travaille dans le programme Transipêche, c'est notamment de réserver la bande côtière des 12 000 aux côtiers, d'en exclure les bateaux, en tout cas de plus de 25 mètres. Ça irait dans le sens, évidemment, de renforcer cette pêche côtière. Le deuxième levier, on pourra en reparler si vous le souhaitez dans les discussions, qui est de protéger les juvéniles. Protéger les juvéniles s'avère comme un des moyens les plus efficaces pour, d'une certaine manière, remettre des poissons dans la mer, remettre tous les poissons, les jeunes, ceux d'âge intermédiaire, en remettre dans la mer, ne pêcher que les plus gros, ce qui permettrait d'avoir beaucoup moins d'impact sur les ressources exploitées, mais aussi d'avoir une pêche avec moins d'efforts de pêche, donc moins d'impact sur toutes les empreintes environnementales. Il y a le chantier, je vais y revenir, d'organiser la déchalutisation, et puis je vais y revenir aussi, le chantier sur les aires marines protégées. Alors, sur la déchalutisation, juste une slide pour préciser la chose. L'idée, c'est qu'on assiste d'ores et déjà, hein, et de manière très forte, et depuis déjà plus d'une dizaine d'années, à une déchalutisation de fait. La production des chalutiers de 12 à 24 mètres, elle a perdu 30% au cours des 15 dernières années. Euh, de volume de capture. Et chaque fois qu'il y a un plan de sortie de flotte, l'État met sur la table de l'argent pour subventionner le retrait de flotte, l'envoi à la casse, disent les pêcheurs, et c'est effectivement comme ça que ça se traduit, d'un certain nombre de navires jugés surnuméraires. Ce sont chaque fois les chaluts, presque exclusivement, qui partent à la casse. Donc on assiste aujourd'hui, et depuis déjà longtemps, à une déchalutisation qui est une déchalutisation sauvage, subie, qui, petit bout par petit bout, casse les pêches françaises et au bénéfice des importations, ce qui est finalement pas une bonne nouvelle, ni pour les pêcheurs, ni pour les territoires côtiers, ni pour l'environnement. Et cette déchalutisation, elle ne va pas s'arrêter, elle est inéluctable, ne serait-ce que pour des raisons économiques, de coût du gasoil et pour des raisons de décarbonation du secteur. Donc cette déchalutisation, il faut l'accepter et il faut au contraire essayer d'en faire une opportunité, puisque ce sont aussi des pêches très impactantes. Il faut en faire une opportunité pour transitionner vers des pêches douces, et ça se fera pas tout seul, ça se fera pas du jour au lendemain, il faut l'organiser, il faut le faire de manière progressive, accompagnée. Il faut transformer des plans de sortie de flotte en plans de transition de flotte, il faut mettre en place des zones tests, il faut, etc. Ce qu'on a montré quand même dans ce programme Transipêche, c'est qu'il n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative au chalut de fond, comme le prétendent un certain nombre d'acteurs du système. On a montré que, par exemple, sur les 94 000 tonnes pêchées aujourd'hui par les chaluts de moins de 40 mètres, eh ben, il y a déjà des captures très significatives et très importantes par des navires de même taille capture ces espèces-là avec des engins de pêche douce, hein. Alors, directement de même taille, il suffirait presque de transférer les quotas. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, ça va pas se faire comme ça, mais on sait que techniquement, c'est faisable euh, pour 39% de ces captures. Dès qu'ils sont potentiellement transférables, parce qu'on sait que ça se fait ailleurs, que ça se fait avec des navires de taille différente, enfin, on sait que technologiquement, c'est faisable. Il faut juste un peu de volonté, d'accompagnement, etc. Et puis dès où c'est plus difficilement transférable vers les vers les engins pardon, de pêche dormante, mais où il existe aussi des alternatives vers la drague ou vers le chalut pélagique. Donc il faut organiser, et ça c'est un des très gros volets. L'autre volet, je conclurai, enfin ça sera ma dernière slide avant la conclusion, c'est celui des dossiers des aires marines protégées. Alors la France a un engagement comme tous les États, il y a des engagements internationaux de mettre 30% des eaux en aires marines protégées, dont 10% en protection considérée, enfin on ne sait pas très bien quel est le mot, mais en tout cas dans les textes de la politique européenne, c'est clair, on parle dans ces textes-là d'une protection stricte.
Où on en est en France? Actuellement en France, il y a plus de 30% des eaux qui sont considérées classées en AMP. On est même à plus de 44% si on regarde les eaux de la métropole. Mais ça, c'est un effet d'annonce. En réalité, moins de 0,1% sont en protection stricte, c'est-à-dire avec interdiction de toute activité de pêche ou de toute activité d'ailleurs impactante, industrielle, extractive, etc. Et le reste, eh ben, le reste n'est pas protégé, ou en tout cas pour plus de 10% de ces aires marines protégées, il n'y a aucune mesure de protection qui a été mise en place, voire aucune mesure de gestion, aucune structure qui est chargée de faire de la gestion. Donc clairement, l'un des enjeux, il y a deux enjeux à partir de là, soit on se concentre sur les zones de protection strictes. La France, elle, parle de protection forte et la définit d'une manière finalement extrêmement floue, ce qui fait que beaucoup d'acteurs craignent que cette protection forte ne soit pas forte du tout. Donc l'enjeu des aires marines protégées, c'est bien d'aller vers une protection stricte dans 10% des eaux de la métropole. Après, il y a des débats où on les met, comment on les met, etc. Mais a priori, c'est l'engagement international. Et puis, il y a un enjeu autour des, je dirais, des autres zones de protection peut-être pas fortes. Faut-il y interdire le chalut de fond? C'est une revendication de pas mal d'ONG, notamment de l'ONG Bloom. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette interdiction, elle est quand même très compliquée. À mon avis, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain sans déséquilibrer tout le système pêche, remettre en cause le système des criées, etc. Elle est compliquée aussi parce que les aires marines protégées d'aujourd'hui n'ont pas été positionnées nécessairement sur les zones qui sont celles qu'il faut le plus protéger du point de vue de la protection des fonds marins. Donc, aller vers l'interdiction des chaluts, c'est bien, mais ça devrait se faire d'abord en priorité dans les aires marines protégées qui sont réellement dédiées à la protection des habitats. Et puis, dans les zones qui ont vraiment besoin d'être protégées, certaines étant aujourd'hui AMP et d'autres ne l'étant peut-être pas. En fait, il faut quand même profiter des aires marines protégées pour en faire probablement des zones, enfin de fermer au chalut certaines des aires marines protégées, pour en faire des zones de test, de démonstrateurs de la pêche douce. On peut penser à de la pêche au casier pour la langoustine ou essayer de réfléchir à des retours à la pêche à la ligne sur un certain nombre d'espèces. Voilà, et finalement, je pense que cette question des AMP, elle doit être vue comme un outil d'accompagnement à gérer, à organiser et sur la durée, de manière progressive et accompagnée dans le processus de déchalutisation. Voilà, alors quelques éléments clés à retenir peut-être de ça. Le premier, c'est assez simple, je pense, c'est un diagnostic qui découle de pas mal d'études faites. Il n'y a pas d'avenir pour les pêches françaises sans une transition écologique et sociale. On est depuis longtemps dans une spirale descendante, de moins en moins de ressources, de plus en plus de gros bateaux, de plus en plus impactants. Il faut arriver à repartir dans l'autre sens. Remettre des poissons dans la mer, ce qui nous donnera des possibilités de repasser sur des pêches douces et d'aller vers cette transition écologique et sociale. Deuxième point clé, c'est ce programme Transipêche permet d'avoir une première évaluation à la fois systémique et interdisciplinaire des performances des flottilles de pêche françaises. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'empreinte environnementale, elle est essentiellement liée à l'engin de pêche, avec notamment une opposition art-dormant globalement vertueux, mais pas sur les captures accidentelles. Chalut de fond, globalement impactant, sauf, j'ai envie de dire, sur les captures accidentelles. Et puis des performances économiques et sociales qui, elles, sont plutôt liées à la taille du navire, avec des meilleures performances globalement en matière de création de richesses et d'emplois pour les côtiers et pour les industriels. Troisième point, il faut arriver à mettre en place une déchalutisation organisée, c'est possible, et on montre dans le programme pêche que ça paraît possible, là aussi, faisant de manière progressive, accompagnée, sans perte de capture, et surtout sans report de la pression de pêche sur la bande côtière. L'enjeu, je vous l'ai dit, c'est bien de faire muter la pêche du large vers cette déchalutisation. Voilà, des enjeux autour d'une protection réelle, de la protection stricte notamment des aires marines protégées, et puis une perspective de la pêche écologique. Il est probable qu'on n'arrivera pas à faire la transition si on n'arrive pas à désigner, à mobiliser tous les acteurs, et en premier lieu les pêcheurs, autour d'un futur désirable. Et le mot pêche et écologie, il est là comme une proposition de ce que pourrait être ce futur désirable. Voilà, je vous remercie. Il y a dans la dernière slide de ma présentation les références et le lien d'accès sur le programme Transipêche.